C'est un bonheur de vous savoir nombreux à ce rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Merci de nous préférer. Voici les titres de cette édition. La phase 2 du projet Bénétaxi a été officiellement lancée ce jeudi 2 novembre à Cotonou. Près de 300 véhicules supplémentaires en circulation. Plus de détails dans cette édition. Aujourd'hui, vendredi 3 novembre 2017 est la journée internationale de la gentillesse. Vous entendrez dans cette édition quelques Béninois se prononcer sur le thème de cette journée. Hors du Bénin, une grande cavité a été découverte dans la pyramide de Khéops en Égypte. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à Eden Télévision. Le traditionnel Conseil des ministres hebdomadaire a eu lieu ce jeudi à la présidence de la République. Occasion pour le chef de l'État de repréciser ses orientations au nouveau ministre. Patrice Talon est également revenu sur les valeurs qui doivent guider chaque membre de son équipe, dont l'esprit de solidarité et l'efficacité. À la fin de ce Conseil des ministres, certains d'entre eux ont répondu à quelques questions de nos reporters sur leurs priorités. Ils sont au micro de Laurent Roland Kodjotone Inkes. Je rends grâce à Dieu de me mettre dans une équipe homogénéisée où la solidarité est de mise et où l'engagement pour le développement est notre leitmotiv. Le challenge est suffisamment grand. J'ai côtoyé les questions essentielles au niveau de ce département en faisant le portage politique. Aujourd'hui, je suis renvoyé à faire le portage opérationnel. Les attentes de mon peuple sont grandes. Et même des acteurs au niveau du secteur. Pourquoi pas ceux qui sont même chargés de mettre en œuvre les projets politiques dans le secteur agricole et rural. Pour l'avoir fait une fois, en revenant, on fonde beaucoup d'espoir qu'on irait vite. Je forme le vœu qu'on soit vite compris et que les gens se mettent au travail et que les acteurs puissent profiter des opportunités que le gouvernement offre. C'est un honneur qui m'a été fait par le chef de l'État en m'inscrivant dans ce gouvernement, dans cette équipe. Une équipe que je présume très dynamique, aux côtés d'un homme d'État avec beaucoup d'ambition, avec un grand dynamisme et une grande détermination. Et vous comprenez qu'avec ces qualificatifs, c'est-à-dire avec le dynamisme, le dévouement et la détermination, on ne peut que réaliser de grandes choses. Et ces grandes choses-là ne seront que pour notre pays. La priorité sera donc accordée au secteur surtout de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cela ne signifie pas que les autres secteurs seront délaissés. C'est que il me semble que ces autres secteurs bénéficient déjà d'un suivi très régulier et particulier. Et ce qu'il faut surtout pour notre pays, c'est l'enseignement technique et la formation professionnelle, secteur dans lequel le programme d'action du gouvernement a surtout axé sa vision. Je voudrais donc justement, conformément aux orientations stratégiques du chef de l'État, à travers le programme d'action du gouvernement, contribuer de mon mieux justement au développement du secteur des infrastructures et des transports pour le rendre très opérationnel, moderne et que les défis majeurs qui sont à relever au niveau de ce secteur-là, en relation avec mon personnel du ministère en charge des transports et des infrastructures, nous puissions ensemble, contribuer à faire de notre mieux pour rendre ce secteur beaucoup plus moderne, viable, au profit de nos populations. Après la phase pilote du projet Bénétaxi lancé le 3 juillet dernier, avec 50 véhicules, 253 autres véhicules ont été mis en circulation ce jeudi 2 novembre avec quelques innovations. Objectif, faciliter le transport dans la ville de Cotonou et les villes environnantes. Écoutons à présent les propos des différents acteurs du projet Bénétaxi. Je réitère nos sentiments de reconnaissance à tous ceux qui ont eu l'idée de ce merveilleux projet, au premier rang desquels le président Patrice Guillaume Athanase Talon et tout son gouvernement. Nous, artisans Bénétaxi,
Mesurons la dimension réelle du projet et prenons d'être à la hauteur du défi. Bénin Taxi, c'est une innovation dans le secteur des transports urbains en Afrique. Bénin Taxi est un succès franc. Mais cette expérience a permis de vivre quelques petites difficultés pratiquement surmontées. Si le premier défi a été surtout d'ordre psychologique au niveau de l'opinion, l'un des plus importants a été celui technologique. Ainsi, le matériel à bord des véhicules, après les premiers essais, sont en train d'être recalibrés, reconfigurés par rapport au dispositif électrique du véhicule. Le Wi-Fi sera à bord de tous les taxis dès la semaine prochaine. Je voudrais appeler à un soutien et à une attention plus accrue. Voici effectivement 4 mois que nous avons procédé au stade Mathieu Kérékou au lancement du projet Bénin Taxi, qui démarrait dans sa phase pilote à Cotonou et dans une première vague de 50 véhicules. Après donc les 50 premiers, voici la seconde vague de 200 et quelques voitures, et dans quelques semaines, j'allais dire dans quelques jours, nous aurons le complément aux 300 taxis. Je veux donc saisir la présente occasion pour présenter au nom du gouvernement et de son chef, le président de la République, Patrice Talon, nos remerciements et nos félicitations à tous les soutiens à cette initiative et renouveler notre invitation à voir chacun accompagner ce projet, le soutenir et en faire un succès pour notre pays. L'amicale des volontaires de l'Église catholique AV4 et le directeur de la communication de la conférence épiscopale étaient face à la presse ce jeudi. Objectif, lancer la 2e édition du Fonds catholique de solidarité, mais aussi présenter les objectifs de cette 2e collecte de fonds, à savoir le financement de la construction du laboratoire et du bloc administratif du complexe scolaire Cardinal Bernardin Ganty. Suivant à présent la présidente de la V4 et le directeur de la communication de la conférence épiscopale du Bénin au micro d'Antoinette Sagbo et Damien Pedro. La mobilisation du Fonds catholique de solidarité édition 2017 permettra de financer globalement les objectifs et fins de l'Église, que sont l'organisation du culte public, le déploiement des œuvres d'apostolat, l'intensification particulière des actions caritatives et sociales. Ce que je dis là semble générique, mais de façon spécifique. Cette édition 2017 servira à 2 choses essentielles. La première, financer la construction du laboratoire et du bloc administratif du complexe scolaire catholique Cardinal Bernardin Ganty d'Aglan-Gandan. C'est un établissement créé par la conférence épiscopale du Bénin pour relever les défis de la formation des nouvelles générations. Donc cet établissement est à Aglan-Gandan. La réhabilitation des infrastructures défectueuses du séminaire Notre-Dame de Fatima de Parakou. Le séminaire, comme vous le savez, est une maison de formation des futurs prêtres. Rappelons ici que le Fonds catholique de solidarité est une collecte annuelle de fonds à l'échelle nationale. Donc ce fonds se veut le fruit des efforts des fidèles du Christ, sans oublier les personnes de bonne volonté qui voudraient contribuer librement et spontanément à la mission de l'Église. Par sa participation libre et spontanée à la collecte de ce fonds, chaque fidèle du Christ se constitue en pierre vivante de la construction du corps du Christ qu'est l'Église. Et nous savons que l'Église, notre mère, enseigne qu'il est un devoir sacré pour les fidèles de subvenir aux besoins de l'Église en apportant généreusement leur contribution. L'amicale des volontaires de l'Église catholique AV4, qui a à charge la poursuite de cette activité de collecte de fonds et de l'organisation du Téléthon,
je voudrais lancer, au nom de nos pères évêques de la conférence épiscopale du Bénin, un appel pressant et joyeux à tous les fidèles du Christ, aux croyants, à toute personne de bonne volonté, afin qu'ils s'engagent dans une action solidaire et joviale en faveur d'une vaste mobilisation de collecte de fonds pour le Fonds catholique de solidarité. Poursuivons, chers frères et sœurs, l'accomplissement du bien sans relâche et faisons nôtre le témoignage concret selon lequel il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Les premières journées scientifiques sur la tuberculose au Bénin ont été ouvertes ce jeudi 2 novembre 2017 au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Cette rencontre, qui a réuni les acteurs de la santé à divers niveaux du Bénin et du Togo, a pour ultime objectif de mettre la recherche et l'innovation au cœur des stratégies de lutte contre cette maladie. Une maladie qualifiée de très meurtrière avec plus d'1 800 000 de décès chaque année. Carole Olaye, Fiac Voitan pour Le Point. Lutte contre la tuberculose au Bénin, acquis des contributions de la recherche, c'est le thème des premières journées scientifiques sur la tuberculose. Une rencontre de 48 heures qui a pour ultime objectif l'intensification de la recherche et de l'innovation afin de venir à bout de cette maladie dont sont victimes chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé, 9 millions de personnes. Au Bénin, environ 4000 cas de tuberculose sont enregistrés et malgré la gratuité du traitement, 6% des patients tuberculeux en décèdent. Des chiffres qui justifient bien la tenue de ces journées organisées par le Programme national de lutte contre la tuberculose. Concrètement, il s'agira de réduire de 95% le nombre de décès par la tuberculose et de 90% l'incidence entre 2015 et 2035. Et de faire en sorte qu'aucune famille ne supporte des coûts catastrophiques dus à cette maladie. Notre souhait est que ces 2 journées d'échange suscitent une plus grande adhésion de tous les praticiens, toutes spécialités confondues, pour qu'avec les nouveaux moyens de diagnostic disponibles, nous puissions renforcer le dépistage des cas et assurer leur prise en charge correcte. Les journées sont donc une occasion de partage d'expériences entre les acteurs de la lutte anti-tuberculeuse, des chercheurs, partenaires et même des décideurs afin de prioriser la recherche et l'innovation comme stratégie pour faire efficacement face aux nombreux défis à relever par le Programme national contre la tuberculose. Le sous-dépistage récurrent rapporté par l'OMS, dont les estimations font état de ce que le Bénin n'arrive à dépister que 60% des cas de tuberculose attendus. Les taux de décès chez les patients co-infectés tuberculose VIH 2 à 3 fois plus élevés que chez les tuberculeux séronégatifs. Le phénomène croissant de la pharmacorésistance, une conviction que la recherche aura un rôle primordial à jouer dans la résolution de ces défis. Les actualités diagnostiques et thérapeutiques de la tuberculose chez les populations à risque, la tuberculose extra-pulmonaire sont entre autres les sujets sur lesquels se sont appesantis les participants à cet atelier. Je vous le disais en titre, ce vendredi 3 novembre est la journée internationale de la gentillesse. Cette journée est dédiée au thème de développement personnel, aux qualités morales et humaines de gentillesse. Quelques Béninois ont bien voulu nous dire ce qu'ils entendent ou bien nous parler de leur conception de la gentillesse. Je vous propose de les écouter. Si je dis que je ne suis pas gentil, c'est pour vous dire que aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, supposons que j'ai un ami qui me demande quelque chose que j'ai et je ne lui donne pas. Ce n'est pas de la gentillesse. Et c'est ça. C'est pourquoi j'ai commencé par moi-même. Aujourd'hui, et je ne veux pas dire le Bénin seul. Toute l'Afrique, ils ne sont pas gentils. Parce que s'ils sont gentils, comment se fait-il que vous avez fini 2 mandats constitutionnels, on vous dit bon, vous avez fini. Vous dites non. C'est de la gentillesse ça là? Non. Comment se fait-il que vous avez élu un président démocratiquement élu, maintenant vous êtes contre ce même président? C'est de la gentillesse?
Mais non, non. Quand on veut parler de la gentillesse, il faut être gentil partout. De votre foyer jusqu'en ville. Il faut être gentil. La gentillesse se cultive. Et le Bénin avait une culture de gentillesse. Et bien avant la démocratie, nous avions une culture de gentillesse. Mais tout juste après la démocratie, la politique a pris place. Les politiciens sont en train de l'enlever en nous. Et c'est un peu marrant. C'est la gentillesse qui permet à celui qui est à côté de ta maison de venir demander « Ah bonjour, comment ça va et votre papa? Il va bien ?» La gentillesse doit permettre d'aimer. Quand on dit que quelqu'un est gentil, il doit aider. Il doit aider. Il doit faire le social. C'est dans la gentillesse qu'on voit le social. C'est dans la gentillesse qu'on voit l'amour du prochain. C'est dans la gentillesse qu'on voit quoi? Assistance à la personne en danger. C'est une gentillesse. Moi, je suis de nature gentille. Je suis né comme ça. J'aime être avec mes semblables et tout. Les Béninois, dans leur grand ensemble, ils sont gentils. Et ça se remarque à travers des événements. Vous voyez que dans la sous-région, il y a des soulèvements partout. Ça peut arriver aussi au Bénin, mais de par leur gentillesse, quand une situation arrive, alors ils consomment et on est dedans. La gentillesse est à cultiver parce que nous aspirons à vivre de plus en plus dans un monde meilleur. Prévu pour démarrer ce 1er novembre, le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP a effectivement démarré. Le président de la République, Patrice Talon, et son épouse, Claudine Benayon Talon, ont donné l'exemple en se faisant enrôler ce mercredi à l'école urbaine centre de Genkomen. Le film, c'est avec Kodjo Toneinkes. Il sonnait environ 16h30. Nous sommes à l'école urbaine centre dans la circonscription scolaire de Cotonou-Lagune. Le préfet du littoral Modeste Toboula procède à quelques mises au point avant l'arrivée du chef de l'État Patrice Talon. Ce dernier est annoncé pour se faire enrôler dans le cadre du recensement administratif à vocation identification de la population RAVIP. D'autres présences se font remarquer. Le président du comité technique de pilotage du RAVIP et le directeur général de l'INSAE. 16h54. Le cortège présidentiel fit son apparition. Le président de la République, Patrice Talon, est sur les lieux, accompagné de son épouse Claudine Benayon Talon. Après quelques salutations, le couple présidentiel prend quelques secondes pour se renseigner. Ensuite, direction les postes de recensement. Le président laissera son épouse passer en premier. Dans un calme total, la première dame, tout en souriant, répond aux questions de l'agent recenseur, comme pour le rassurer. Après elle, le président de la République prend siège et c'est dans une ambiance décontractée que tout se fera. Le président, comme à ses habitudes, était minutieux sur les moindres détails. Ils se dirigeront ensuite vers le second opérateur pour la finalisation. Ici aussi, le président de la République ne laisse aucun détail lui échapper. Dans un jeu de questions-réponses, il s'assure que tout y est. À 7h40, le couple présidentiel venait donc de se faire enrôler pour le RAVIP. Un exemple à suivre, donc par tous les citoyens. Merci bien. Félicitations. Vous félicitez aussi, non? Qu'en est-il du démarrage du RAVIP du côté de l'OCOSA? C'est une grande mobilisation des populations qui a été observée au démarrage des opérations. Nous répond Jonas Bouti, notre correspondant du groupe de presse Eden TV dans le Mono et Koufou. C'est par un appel solennel aux populations du Mono que le préfet Zinsou Komla Cedro a donné le top pour le recensement administratif initial à vocation d'identification de la population RAVIP à l'OCOSA. Une occasion pour le préfet du Mono de revenir sur les raisons qui sous-tendent cette opération. L'exigence de plus en plus accrue de la preuve de l'identité pour bénéficier de certains droits se fait sentir à tous les niveaux. Et dans leurs efforts à répondre à cette exigence civique, les citoyens se heurtent malheureusement à d'autres incongruités administratives. Vous n'êtes pas sans savoir que les tracasseries administratives auxquelles sont soumises les populations à la quête de la carte d'identité, du casier judiciaire ou du passeport deviennent insupportables. C'est donc à la quête de solutions à toutes ces difficultés que le gouvernement de la rupture a initié le RAVIP qui démarre ce mercredi 1er novembre. J'invite la population du Mono à sortir massivement pour se faire enrôler. Après cet appel aux populations, le préfet et les élus locaux de l'OCOSA se sont rendus sur les 2 sites d'enrôlement dans la ville pour se faire enregistrer. Tout est cité, le maire de l'OCOSA nous livre ses sentiments à la fin de son enregistrement.
C'est un sentiment de joie parce qu'il a été dit clairement que la carte là, c'est une carte à tout faire. Aujourd'hui, j'ai fini avec cette formalité où dans quelques mois, j'aurai la carte à tout faire. En plus de quelques ratés d'ordre organisationnel de l'opération, on note à ce premier jour du RAVIP à Lokossa une lenteur d'enregistrement au niveau des agents recenseurs. Ils sont au début, il y a des codes par quartier, par arrondissement et par commune et par titre, c'est-à-dire ta profession. Donc ça là, c'est maintenant ils sont en train de prendre connaissance de ces codes et je pense que jusqu'à demain, après-demain, pendant une semaine, ils vont prendre la main et ce serait facile. Ce démarrage du RAVIP à Lokossa a été caractérisé par une forte mobilisation des populations. Mais la crainte, c'est que la nonchalance des agents recenseurs ne brise l'engouement des citoyens. Hors du Bénin, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a inauguré ce jeudi le gigantesque barrage hydroélectrique de Soubré dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce barrage de 4 km de long doit produire 275 MW d'électricité par an avec ses 4 turbines qui s'ajouteront au réseau actuel de 2000 MW selon le directeur général de la Société d'énergie de Côte d'Ivoire. D'un coût de 331 milliards de francs CFA, sa construction démarrée en 2013 a été financée par la Chine à hauteur de 85%. En Afrique du Sud à présent, dans la province de ce pays, dans le KwaZulu-Natal Est, la politique est un enjeu dangereux. Depuis l'an dernier, plus de 40 militants y ont été abattus, victimes d'une guerre sans merci pour le contrôle de la branche locale du Congrès national africain, ANC au pouvoir. Reportage. Cette guerre a fait plus de 80. Cette cité est l'un des endroits les plus dangereux d'Afrique du Sud. Dans cette banlieue de Durban, des tueurs à gages sont recrutés et s'affrontent dans une série de meurtres politiques. Des assassinats commis pour prendre le contrôle de la branche locale du parti au pouvoir, l'ANC. Depuis 2014, cette guerre a fait plus de 90 victimes. Nous avons perdu beaucoup d'amis ici. Vous pouvez voir les impacts de balles, les balles tirées sur nous. Il y a des gens qui sont des tueurs à gages ici. Ils sont recrutés par des hommes politiques. Des dizaines de milliers de personnes s'entassent dans ce complexe de 71 foyers dans des conditions sanitaires désastreuses. Il est facile d'y trouver des hommes de main prêts à tout pour quelques billets, sous l'œil complice de la police. Il y a eu tellement de plaintes pour corruption, complicité de la police locale avec les criminels. Certains individus au sein de la police ont été accusés, mais il n'y a pas eu de vraie enquête. Donc les tueurs à gages ont pensé qu'ils pouvaient juste continuer sans être inquiétés. Divisé entre Cyril Ramaphosa, le vice-président actuel, et l'ancienne épouse du président Zuma, Nkosazana Dlamini Zuma, originaire de la région, l'ANC élit son nouveau leader en décembre. Pas une semaine ne passe sans qu'un ou plusieurs délégués de l'ANC ne tombent sous les balles d'un tueur. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. C'est contraire à l'esprit de notre parti. Le contrôle du KwaZulu-Natal est essentiel dans la guerre de succession du président Zuma. En cas de victoire de l'ANC aux prochaines élections, le leader du parti pourrait bien se retrouver à la tête du pays. Dernière information avant de fermer ce journal. Depuis 4500 ans, la pyramide de Khéops en Égypte, une des 7 merveilles du monde antique, cachait une surprise en son cœur. Des scientifiques ont annoncé ce jeudi avoir découvert une énorme cavité au milieu du monument funéraire qu'aucune théorie n'avait prédite. Une grande cavité tellement grande que Wedi Tayoupi, co-directeur du projet Scan Pyramide à l'origine de la découverte, l'a comparé à un avion de 200 places. C'est ici que prend fin cette édition. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv. Merci pour votre fidélité.